Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle mini-série de références petite enfance, le podcast qui interviewe les pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Elisabeth, on a vu que vous avez une histoire de 25 ans dans la petite enfance et on a récemment tous pu vous suivre dans vos aventures sur LinkedIn, vous qui terminez un tour de France dans les lieux d'accueil. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est pour vous aujourd'hui la petite enfance et peut-être commencer par 2 ou 3 chiffres clés? Aujourd'hui, en crèche collective, donc en EAJE, établissement d'accueil du jeune enfant, 15 986, ce qui correspond en nombre de places à 412 000 places en accueil collectif. Ce qui correspond approximativement à entre 180, 190 et 200 000 professionnels. En collectif, En accueil individuel, à ce jour, approximativement 240 000 assistantes maternelles en exercice, ce qui correspond à 700 000 places. Tout ceci pour à 2,2 millions d'enfants de moins de 3 ans. Mais bref, aujourd'hui, nous disposons en France de 1,3 million de places d'accueil du jeune enfant. Nous ne partons pas de rien. Nous ne sommes pas comme certains de nos pays voisins qui il y a quelques décennies, n'avaient absolument rien. D'ailleurs, notre accueil de la petite enfance a été très jalousé, très envié, très regardé par les pays européens voisins qui, eux, étaient bien en retard par rapport à nous. Nous avons donc 1,3 million de places. Nous ne partons pas de rien, mais nous partons de quelque chose de très compliqué. Compliqué, c'est-à-dire? Alors, le secteur est très, très éclaté. Une multiplicité de gestionnaires, le public, le privé, l'associatif, des départements, des villes, des CAF, enfin voilà. Multiplicité également de financeurs. Puisque vous avez la CAF, vous avez les parents, vous avez dans certains cas les départements, vous pouvez avoir pour certaines manifestations très ponctuelles des fonds européens, enfin bref, et une multiplicité de modes d'accueil, de l'accueil collectif. Et dans l'accueil collectif, vous avez des grandes structures, des petites structures, des EAJE, des haltes garderies, des microcrèches, et puis nous avons de l'accueil individuel, des assistantes maternelles, mais qui là encore sont ou des assistantes maternelles indépendantes ou qui travaillent au sein de crèches familiales qui sont gérées par les communes. Ne pas partir de rien, c'est une richesse, mais c'est aussi compliqué. Je vais prendre l'exemple, la comparaison avec le bâtiment. On va dire que si on veut construire un château, ou bien si vous faites l'acquisition d'un château ancien et qu'il faut complètement modifier, refaire, retaper, ça va vous coûter plus cher, ça va être plus long. Si vous construisez de but en blanc quelque chose de neuf, ça ira bien plus vite. C'est un bon exemple. J'ai dit château, j'ai pas dit une masure, parce que quand même, la petite enfance mérite le château. Toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, qui font de l'accueil, elles sont légitimes, elles existent. Donc on ne peut pas les rayer d'un trait de plume. Personne ne peut être laissé sur le côté. Mais non, je veux dire, ce serait une hérésie. Dans ce cas-là, je partirais tout de suite. Mais chacune vient avec son histoire, et avec ses idées, et avec sa vision des faits. Et ça, c'est une spécificité française? Ah mais oui, parce que encore une fois, nous avons été vraiment très 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 en avance. L'accueil de la petite enfance, c'est après la guerre de 39-40, 45, politique nataliste. Et même si les toutes premières crèches remontent encore à avant, nous avons été en France des précurseurs quant aux crèches d'entreprise, puisque les toutes premières crèches datent des années fin 1890, comme ça, pour permettre aux femmes qui travaillaient dans les usines et dans les filatures
de travailler tout en faisant garder leurs enfants. Je vois par exemple à Nancy, on a une crèche qui a été créée par la manufacture des tabacs. On avait une grosse manufacture des tabacs et le directeur a créé une crèche. Les femmes venaient pour pouvoir allaiter leurs enfants, les nourrir, etc., tout en travaillant. Il faut faire avec l'histoire. On ne rée jamais son passé. Le passé, il est ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, donc l'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation complexe qui est un héritage historique, qui est à la fois riche, à la fois source de complexité et qui couvre quand même pas mal de besoins parce qu'on a quand même 1,3 million de places d'accueil. Ma première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faudrait avoir une place par enfant? Est-ce qu'on considère que tous les enfants devraient avoir une place ou est-ce qu'on considère qu'il y aura toujours une partie de la population qui préférera d'autres solutions comme garder ses enfants chez soi avec soi et ne pas travailler pendant une certaine période de temps? Quand on pense petite enfance, il faut penser enfant et puis autour de l'enfant, il y a sa famille. Il est implanté dans une famille, c'est une histoire familiale. Et ce qui est bon pour un enfant, c'est ce que ses parents auront choisi pour lui. D'où également l'importance d'avoir de l'accueil collectif et de l'accueil individuel, parce qu'en fonction de l'enfant, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'il est, de ses faiblesses ou de ses forces, parce que même chez un bébé, il y en a, eh bien peut-être que l'accueil individuel est mieux pour lui ou peut-être l'accueil collectif. Ce vers quoi il faut tendre, c'est le fait que les familles aient la possibilité de confier leur enfant, alors à mi-temps, à quart-temps, à tiers-temps, c'est-à-dire beaucoup de souplesse, donc beaucoup de complexité dans l'élaboration d'un tel schéma, mais que les familles puissent choisir, mais vous en aurez toujours qui préféreront garder leur enfant pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 3 ans et reprendre leur travail après. Donc ce qu'il faut, c'est créer les conditions nécessaires et pour l'enfant, et pour les familles et la maman, parce que généralement c'est la femme qui s'arrête de travailler 95 fois sur 100, pour que la reprise puisse se faire dans de bonnes conditions. Attention, et non pas retour à la case départ. Quand je disais tout à l'heure que la petite enfance, c'est très complexe, vous voyez les ramifications, parce que là on arrive au monde du travail, au monde de l'entreprise. C'est un immense puzzle en fait. Oui, ça a un impact sur beaucoup d'autres domaines. Mais on sait justement que les évolutions qu'on peut percevoir dans la petite enfance, elles sont liées aussi aux évolutions sociétales, notamment l'égalité homme-femme, le travail des femmes. Donc tout ça est lié. Quelles évolutions vous avez pu observer pendant les 20 dernières années sur le secteur? Les grands changements? Pendant ces 25 dernières années, nous avons vu 2 très grands changements au niveau de la société. C'est une diversification du modèle familial et également une diversité dans le monde du travail. Tout ceci influe forcément sur l'accueil du jeune enfant. Parce qu'au lieu d'avoir, moi, ce que j'ai connu en 95 quand je suis arrivée, des structures d'accueil qui de toute façon accueillaient des enfants 5 jours sur 7 et avec des amplitudes horaires, on va dire 9h, 18h, c'était simple. Pour un gestionnaire, c'était simple, et pour des professionnels, c'était simple. Elles avaient des enfants en continu. Elles n'étaient pas interrompues dans leur travail, dans la mise en œuvre du projet éducatif, par un enfant qui arrive, auprès duquel il faut s'en occuper, il faut l'inclure dans ce qu'on est en train de faire. Un enfant qui va repartir, il faut dire à la famille comment ça s'est passé. Donc c'était très simple. Donc si vous voulez, ça a eu une influence énorme. Alors en changement positif, moi j'ai vu quand même arriver un nouveau regard porté sur l'enfant. L'enfant qui a acquis, sa propre personne. L'enfant n'est pas un objet, l'enfant n'est pas un petit truc mignon là qui pose des cris et qui fait des sourires. L'enfant est une personne. Bon, avec l'arrivée des neurosciences, de tout ce que l'on a appris. Donc là aussi, si vous voulez, cela a changé le regard que l'on porte sur l'enfant, donc sur le tout petit, donc sur son accueil, le regard des professionnels aussi, qui a changé. Ouais, c'est très positif comme vous dites, mais je crois que c'est également source de complexité pour les professionnels. Ah mais oui, mais énorme. Ça demande beaucoup plus d'élaboration et de réflexion. Oui, de réflexion, de formation continue. C'est extrêmement complexe. C'est pourquoi, sincèrement, je passe mon temps à rendre hommage aux professionnels. Quand je vous écoute, ce qui me frappe, c'est qu'on part dans 2 directions opposées parce que d'un côté, on a un autre regard sur l'enfant qui implique d'être très pointu sur son développement et de travailler dans le détail. Et d'un autre côté, on sait que au niveau technique, les niveaux baissent, les budgets baissent, les niveaux de diplôme baissent. Donc ça paraît assez difficile de concilier ces 2 mouvements. Oui, c'est quand on vous entend comme ça, on a l'impression qu'on est schizophrène.
C'est un petit peu parfois ce que je me dis. Après, de toute façon, vous avez la réalité des faits. Moi, après, j'essaie de devenir réaliste. Elle est comme cela. Les budgets sont en baisse, tous les budgets. Budget de l'État, budget des communes, budget des associations, enfin bref, budget des familles. Les emmener à la hausse n'est pas forcément de notre ressort. Il faut faire avec cela. Être réaliste. Oui, être réaliste. Je crois que c'est très important. Alors, tout en gardant ses idéaux, parce que je pense qu'il faut avoir un idéal, il faut avoir des idéaux si l'on veut avancer dans la vie, et non pas être résigné, dire voilà c'est comme ça, alors on va faire quoi. Oui, bien sûr qu'on va faire avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on a, on va essayer de faire le mieux possible. On va pas faire le grand soir de la petite enfance ou la grande révolution de je ne sais quoi. C'est fini cela. On n'en a plus les moyens. Mais en réfléchissant bien, avec parfois des mesures assez simples, mais qui viennent d'une parfaite connaissance et de la réalité et de l'idéal vers lequel on veut tendre, on peut arriver à faire de belles choses. J'en suis persuadée et j'en ai vu dans mon Tour de France. C'est pourquoi je le dis. Oui, alors là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. D'abord parce que, en effet, j'ai suivi votre Tour de France, vos photos et vos témoignages, et surtout parce que je suis gestionnaire de crèche et j'ai géré des crèches et des micro-crèches pendant 15 ans. Et je suis d'accord avec vous. En fait, avec nos moyens, on peut faire notre maximum. Moi, j'ai réussi à faire de grandes choses à la Girafe étoilée avec mes équipes, et c'est une grande fierté et des moments incroyables. Et je rebondis du coup sur les micro-crèches. Une dernière question que je voudrais vous poser sur le secteur de la petite enfance aujourd'hui. On a le sentiment qu'il y a une hostilité envers les micro-crèches depuis plusieurs années. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez un avis sur l'origine de cette méfiance? Parce qu'on sait que les micro-crèches se développent beaucoup, semblent plébiscitées par les professionnels et les parents. Alors comment on peut faire pour que les micro-crèches gagnent en légitimité? Alors, c'est une question délicate. Je ne veux pas me positionner pour ou contre. Je suis là pour travailler avec tout le monde. Il est vrai que dans le Tour de France que j'ai fait, j'ai entendu des propos qui étaient, disons, qui traduisaient une certaine méfiance, voire même parfois hostilité, je le dis. Là, je dis ce que j'ai entendu. Point. Ça ne veut pas dire que je cautionne, je dis ce que j'ai entendu. Pour deux raisons. Je vous dis lesquelles. La première, certaines personnes regrettent le manque de mixité dû aux tarifs. La deuxième raison, un certain turnover qu'il y a dans un certain nombre de micro-crèches font que cela nuit. Encore une fois, je rapporte ce que j'ai entendu, donc nuit à la qualité parce que cela empêche de mener à bien des projets éducatifs sur le long terme, de les co-construire si les gens passent, ne font que passer. Maintenant, j'ai le principe de réalité. Effectivement, dans la dernière convention d'objectifs et de gestion qui s'est terminée là l'année dernière, on a vu que sur le nombre de places qui avait été prévues, on n'en a fait d'abord que la moitié et que de la moitié, c'est 80% sont des micro-crèches. Dont acte, elles sont là. Alors, je pense que en travaillant sur la mise en place de ce service public de la petite enfance, cela conférera à ces acteurs des droits et des devoirs aussi. Pour tout le monde, je ne parle pas que pour les micro-crèches. Voilà. Donc, c'est pour moi un moyen qu'elle gagne en légitimité, voilà. Imposer peut-être des standards sur lesquels, des standards de qualité sur lesquels on devra s'engager, donc réduire un peu la liberté d'action avec quelque chose d'un peu plus encadré en fait. Très bien, Elisabeth. Écoutez, merci pour votre tour d'horizon de la petite enfance aujourd'hui. Pour vous, aujourd'hui, la petite enfance, c'est un secteur assez complexe parce qu'il y a à la fois des financeurs multiples, vous nous avez dit, des gestionnaires multiples et des modes d'accueil de différents types, donc multiples aussi. Donc il y a beaucoup de multiplicité et on fait avec une grande histoire de la petite enfance en France, parce que vous nous avez dit que la petite enfance a vraiment une spécificité, c'est la French touch de la petite enfance. Ensuite, vous nous avez aussi dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a eu 2 grands changements, même 3 grands changements sociétaux qui se reflètent dans les modes d'accueil. C'est la diversification du modèle familial, c'est la diversification aussi dans le monde du travail, des temps de travail et des modes de travail. Et enfin, c'est l'arrivée d'un nouveau regard sur l'enfant. Et avec tout ça, ça donne l'impression que il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de projets à venir, d'harmonisation éventuellement.
Et pour les micro-crèches, aussi beaucoup de potentiel puisque finalement, c'est aussi elles qui permettent de répondre à la demande d'augmentation des places aujourd'hui. Eh bien, merci Elisabeth pour ce deuxième épisode sur la petite enfance aujourd'hui. Passons au troisième épisode où vous allez pouvoir nous dévoiler les secrets pour être élu.